Bonjour à toutes et à tous. Hop, il est presque 11h30. Voilà, donc on va attendre encore quelques secondes le temps que ceux qui doivent nous rejoindre aujourd'hui nous rejoignent. Donc voilà, le sujet du jour pour lequel je serai seule, c'est pas dans mes habitudes, mais effectivement, jusqu'à présent, en général, j'avais toujours un invité avec moi. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus technique, un petit peu plus administratif, on va dire. Voilà, mais dès la rentrée, on retrouvera des invités comme ça a été fait jusqu'à présent pour tous les précédents webinaires. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiers du format de webinaire via Webikeo, bonjour, voilà, je vois sur, justement, j'allais en parler du chat qui est à notre disposition sur la droite de votre écran, donc n'hésitez pas à interagir si vous le souhaitez en posant des questions, en faisant vos retours, vos remarques, etc. Donc là, dans la mesure où je suis seule animée aujourd'hui, je vais essayer de prendre en cours de route au fur et à mesure vos questions et remarques. N'hésitez pas à les réitérer si toutefois je passais à côté de certaines d'entre elles. Voilà, le but c'est que ce soit aussi le plus interactif possible. Il ne s'agit pas d'un cours magistral, enfin en tout cas j'évite de tomber dans le cours magistral. Puis même le mot cours n'est pas tout à fait adapté, c'est plus une présentation dans le cadre ces webinaires que l'on fait, et celui-ci vient clore la série Mon dossier France Compétences 2025, mais vous verrez que, enfin voilà, au second semestre, on va avoir pas mal de choses sur lesquelles revenir, retravailler, représenter. Et donc voilà, on clôture en beauté avec les documents complémentaires aux demandes d'enregistrement RS RNCP. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé plein de questions concernant la complétion de ces documents. Donc n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Bonjour à toutes et à tous. Je vois les petits bonjours dans les chats. On a des habitués aussi, donc ça fait plaisir de les voir se connecter. Et évidemment, le webinaire sera disponible en replay. Ainsi que le support, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Voilà, il est à disposition, il est ouvert. Hein. Bien au contraire, si ça peut servir, c'est avec plaisir. Voilà, bon, on va pouvoir démarrer. Comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais régulièrement aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans le chat pour essayer de prendre vos retours au fur et à mesure. Alors, ces documents complémentaires aux demandes RS RNCP, alors souvent on me pose la question, est-ce que c'est plutôt RS, est-ce que c'est plutôt RNCP? On va en parler justement. Dans tous les cas, ça guide énormément le travail que l'on fait de montage de dossiers, de constitution de dossiers de demande d'enregistrement auprès des répertoires. Et on va voir au-delà de la, j'ai envie de dire, formalité administrative que peuvent représenter ces documents, comment est-ce qu'on peut s'en servir, comment est-ce que l'on peut s'appuyer dessus pour constituer un dossier solide. Voilà, donc comme toujours, petit programme, petit sommaire. Donc tout d'abord, quelques rappels de contexte pour bien rappeler de quoi on parle pour potentiellement des personnes qui ne seraient pas encore tout à fait au fait de comment se passe une demande d'enregistrement. Enfin voilà, on fait quelques petits rappels. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le document dit information complémentaire, alors qui, il est vrai, est utilisé pour les demandes d'enregistrement au RNCP, mais qui peut toutefois être une très bonne source d'inspiration pour l'élaboration du dossier dans le cadre du RS. Donc voilà, moi je conseille vivement de vraiment en prendre connaissance, s'en imprégner, je reviendrai là-dessus, quel que soit le projet, mais bon, dans tous les cas, il est obligatoire pour le RNCP, donc ça, voilà, il sera complété dans ce cadre-là. Et le second document, pardon, l'analyse d'identification des correspondances, qui doit être téléversée, quel que soit le répertoire, et donc complété finalement avec une méthodologie qui est indiquée par France Compétences, mais parfois on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre avec ce document-là. Donc là encore, je tenterai de vous apporter quelques éclairages. Alors, comme je tiens à le préciser à chacun de mes webinaires, chaque consultant et chaque personne a sa manière de faire. Donc voilà, moi ce que j'aborde, c'est vraiment mon angle de vue, qui n'est pas totalement exhaustif, quand bien même quand il y a des choses qui sont entre guillemets imposées par France Compétences, là je vous en fais part parce que là, voilà, c'est pas Katharina qui parle, c'est France Compétences, et donc là pour le coup, on ne peut pas faire autrement que ce qui est demandé. Voilà un petit peu pour notre programme. Hop, je check le chat, tout va bien. Pour l'instant, on en est au bonjour, donc parfait, je peux continuer. Donc, quelques rappels de contexte. Dans le cadre des demandes d'enregistrement d'une certification, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien,
Donc, première chose à retenir, c'est qu'une certification n'est pas une formation. Pardon, je me répète à chaque webinaire, mais c'est important. Donc, simplement pour resituer une formation, ou en tout cas ce qu'on appelle un parcours certifiant, articule deux choses. Le volet formation qui va préparer à l'acquisition de compétences professionnelles, et un volet évaluation de compétences qui va permettre d'évaluer les compétences acquises. Et concrètement, ce qu'on appelle la certification, c'est ça, c'est cet aspect évaluation de compétences. Donc une certification, ça repose sur un référentiel de compétences et d'activités et aussi d'évaluation. Donc activité, ça c'est surtout quand on est dans le cadre du RNCP. Et qui dit référentiel de compétences, d'activités, d'évaluation, dit nomenclature, présentation différente que celle de la formation, puisque ce qu'on va retrouver dans un référentiel, donc le fameux tableau que l'on complète, et c'est d'ailleurs le seul document qui est rendu public et visible sur les fiches actives, sur les répertoires, sur le site de France Compétences et sur chacun des deux répertoires, et bien ces tableaux-là présentent vraiment les compétences. Donc tout ce qui pourrait s'apparenter à un programme de formation, avec des modules, avec des techniques, des méthodes, etc. Ça relève plutôt donc de la formation, et c'est ce qui va permettre de préparer l'acquisition des compétences qui seront ensuite évaluées en certification. Voilà, donc ça, c'est vraiment une grande différence à faire. Pourquoi ? Parce que, encore et toujours, on voit certains porteurs de projets qui ont tendance à intégrer dans leur dossier le programme de formation et qui axent le dossier autour du programme de formation, qui au demeurant peut être très bien et très complet, mais ce n'est pas ce qui est attendu dans une démarche d'enregistrement auprès de France Compétences. Donc voilà, d'où la nécessité de préciser. Et donc on voit la petite flèche en dessous, donc parcours de formation qui prépare donc à une certification. N'hésitez pas, bien entendu, à intervenir dans le chat. Donc, à qui s'adresse cette démarche ? Finalement, à tous les acteurs, qu'ils soient organismes de formation ou pas. On n'est pas obligé d'être organisme de formation pour déposer une certification. L'activité de formation et même d'évaluation des compétences peut être déléguée à une structure tierce. Donc, le déposant peut être un organisme public, privé, quel que soit le statut. Il peut s'agir aussi d'une association. Voilà, c'est une démarche qui est ouverte à toutes sortes de structures, même si dans les faits, on se rend compte que c'est quand même une majorité d'organismes de formation, enfin en tout cas de structures qui déploient une activité de formation, qui font des demandes d'enregistrement, mais en tout cas, ça ne leur est pas totalement réservé non plus. Voilà, donc on voit de tout. Quand on fait des accompagnements, on a toutes sortes de structures de tous horizons, de toute taille. Voilà, donc on a un horizon très vaste en fait de personnes morales qui font des demandes. Abordons à présent les différences entre les répertoires RS et RNCP. Donc ces deux répertoires, alors je fais des raccourcis, mais c'est vraiment pour aller à l'essentiel, sont chapeautés par France Compétences. Donc on a tout d'abord le RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles, qui concerne des métiers ou des groupes de métiers homogènes. Donc on y trouve les titres de ministère, mais aussi des organismes privés, les CQP, les TFP, titres à finalité professionnelle par exemple. Donc là, on est vraiment dans l'enregistrement d'un métier dans son ensemble, donc informaticien, pâtissier, toiletteur, data scientist, enfin voilà, on a toutes sortes d'intitulés métiers. Donc là, c'est vraiment le métier dans son ensemble. Et donc quand on fait une demande d'enregistrement, le dossier, la demande, doit respecter 9 critères lors de la constitution du dossier. Alors, je vais revenir sur cette histoire de 9 et 6 critères, parce qu'il y a eu des petites modifications récemment. Concernant l'ERS, répertoire spécifique, des certifications et des habilitations, si vraiment on prend l'intitulé dans son ensemble, mais bon, communément l'ERS, lui va rassembler 3 types de certifications, habilitation et tout ce qui relève des normes de marché, les compétences complémentaires à un métier, les compétences transversales. Donc, soit on est vraiment sur, on a un métier de base et puis il faut rajouter des compétences complémentaires à ce métier. Et je prends toujours le même exemple, pardon, mais mon fameux pâtissier qui va acquérir des techniques en cake design et donc qui va chercher une certification dans ce domaine. Et après, des compétences plus transversales, et c'est le cas potentiellement sur des compétences en informatique,
pourquoi pas en intelligence artificielle aussi, ou encore en langue. Et donc là, on va trouver des compétences, voilà, c'est ce qu'on appelle des compétences plutôt transversales. Et donc, dans le cadre de ce répertoire-là, on est sur 6 critères à respecter lors de la constitution du dossier. Alors, peut-être que vous n'êtes pas passé à côté, mais peut-être que oui. Début juin, il y a eu un décret qui est venu renforcer, ou en tout cas, alors c'est pas tant renforcer, parce que moi je relativise quand même beaucoup, mais en tout cas qui vient éclairer, compléter les exigences d'enregistrement au répertoire, et qui vient donc, alors, ce que certains pourraient considérer comme un serrage de vis, bah, oui, pourquoi pas, mais en même temps, c'est pas parce que c'est écrit dans le texte aujourd'hui que ça ne s'appliquait pas avant, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a ces précisions qui sont amenées et qui clarifient grandement les choses. Si bien que on a toujours 9 critères pour le RNCP, on a toujours 6 critères pour le RSCH. En revanche, quand on regarde le texte, eh bien, il y a des tiroirs qu'il faut ouvrir pour chacun, enfin en tout cas certains des critères. Et on a des critères, on va dire bis, ter, etc., qui vont venir en compléter certains. Et c'est bien l'ensemble de ces critères et de leurs petits tiroirs qu'il faut prendre en compte dans le cadre des demandes d'enregistrement. Donc, bon, ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un webinaire à la rentrée, donc toute une programmation qui est en train de se faire. Mais en tout cas, voilà, de rentrer dans le détail là-dedans. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à consulter le décret du 6 juin et donc d'en faire votre livre de chevet ou de plage, je ne sais pas, en fonction de la période, et de vous en imprégner. Voilà pour ces petits rappels. Alors, à présent, quand on constitue un dossier de demande d'enregistrement au RS, bon, j'ai commencé par RNCP, et là je bascule sur RS, bref. Donc pour le RS, on a tout un ensemble de documents à fournir. Alors, les intitulés que vous avez là sous les yeux, ce sont des intitulés assez transverses que tout le monde utilise, mais parfois, on m'a fait remarquer, oui, mais moi, je n'appelle pas le document tout à fait comme ça. C'est pas grave, en fait. Du moment que le contenu réponde à l'objet, en fait, à ce qui est demandé dans le cadre du dossier, il peut y avoir des petites variantes. Bon, en l'occurrence, si on les prend dans l'ordre, l'ordre dans lequel ils apparaissent ici n'a pas forcément d'importance, c'est simplement que je les ai listés comme ça. Donc, mais ils sont tous aussi importants, ils doivent tous figurer d'une manière ou d'une autre dans le dossier. Donc, on a tout d'abord le référentiel de compétences et d'évaluation, donc le fameux document qui est rendu public sur le site de France Compétences. Pardon. La note d'opportunité économique et sociale du projet, donc ce fameux document un petit peu narratif, mais qui va aussi, tel un storytelling, expliquer le contexte de la création de la certification, les besoins identifiés sur le marché du travail, comment la certification répond à ces besoins d'un point de vue économique et ou social. En fait, sur cet aspect-là, tout dépend aussi de la portée du projet et de son sujet, tout simplement. On va avoir aussi un document qui est l'analyse d'identification de correspondance. Donc ça, c'est un document qu'on va examiner aujourd'hui, c'est pour ça qu'il apparaît en orange, et qui est fourni. Enfin, le cadre est fourni par France Compétences. Donc là, on emploie ce cadre, on l'applique strictement. Et donc, il faut le téléverser dans le dossier. La valeur d'usage, donc la traduction de la mise en œuvre concrète de la certification. Donc, selon les dossiers, selon la manière dont on les présente, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, ça peut être intégré, enfin, moi, je vous parle de ma manière de faire, mais selon les dossiers qui sont accompagnés, la valeur d'usage peut être intégrée ou annexée à la note d'opportunité. Après, ça peut être traité à part. Il n'y a pas vraiment de formalisme précis attendu de ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la valeur d'usage, ce qu'on doit trouver, c'est la preuve que les compétences qui ont été transmises et donc évaluées, attestées chez une personne, ont une utilité, un impact direct sur leur activité professionnelle. Voilà, donc après, ça peut se traduire de différentes manières. En tout cas, pour prouver la valeur d'usage, il y a notamment ces fameuses lettres des témoignages qui vont pouvoir l'illustrer.
Hop, je regarde ce qui se passe du côté du chat. Alors, pas de référentiel d'activité pour le RS, on en parle plutôt, alors, ce qu'on appelle le RACE. En fait, moi, je parle toujours de référentiel de compétences, mais peu importe le nom qu'on lui donne. Du côté du RS, c'est vrai que c'est plutôt un référent. Alors, je vais essayer de ne pas généraliser, mais voilà, dans les grandes lignes, on parle plutôt de référentiel de compétences et d'évaluation, alors que dans le RNCP, on va parler de référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation. On a une colonne en plus, en fait, dans la structure, mais même dans la structure même, qui est communiquée par France Compétences, dans les documents modèles qui sont fournis, enfin les trames, pardon, vous avez une colonne en plus pour le RNCP. Pour autant, parfois, selon les sujets du RS, il arrive qu'on vous... Alors, en ce qui me concerne, ça a été plutôt rare, mais qu'on voit des compétences qui pourraient être regroupées dans des pseudo-activités ORS, mais en même temps, ce n'est pas forcément l'objet du RS. Voilà. Autre question. Bonjour, est-ce qu'il existe un modèle de convention de partenariat? Alors, peut-être qu'il y en a sur le net. Nous, on a bâti, à force de travail et d'échanges avec toutes sortes d'acteurs, on va dire un modèle de base, qu'on a d'ailleurs travaillé aussi avec des juristes. Mais comme je dis toujours, ces modèles-là, ils sont et d'une adaptés au cas par cas pour chacun des certificateurs. Et en plus, ils sont à faire vérifier par leur propre service juridique, avocat, bref, quelqu'un qui s'y connaît en droit, mais de leur côté, parce que enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas juriste, et donc ce que je dis toujours, c'est cette convention, il faut vraiment l'adapter, même si, voilà, on a élaboré un document, tout simplement, ne serait-ce que pour se mettre à jour par rapport au décret dont on parlait tout à l'heure, décret du 6 juin, et qui a précisé certaines choses, notamment sur les mentions à faire figurer dans un document qui encadre la relation entre organismes certificateurs et partenaires. Donc tout ça pour vous dire que dans le cadre de mes activités, on a un modèle, et je pense qu'il y a beaucoup de consultants qui proposent un modèle en ce sens. Maintenant, de là à vous dire, est-ce qu'il existe des modèles types disponibles sur Internet? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de modèle type fourni par France Compétences à ce jour. Mais peut-être que ça viendra dans les mois suivants. À voir. Voilà. C'est une longue réponse à votre question, Sandrine. Et Aurélie qui demande, pour la valeur d'usage dans le cadre du RS, est-ce que déployer à petite échelle une promo de 10 candidats est suffisant? Alors, très bonne question, et question qui est très, très, très fréquemment posée. France Compétences ne communique pas de chiffres concernant le volume des promotions. Après, il y a une question à se poser sur l'objet même de la certification. C'est sûr que si on dépose une certification sur des compétences très très précises, j'ai envie de dire de niche, il est plutôt relativement naturel qu'on n'ait pas beaucoup de candidats parce que on ne va pas en former des centaines chaque année. Et on a d'autres sujets qui, au contraire, qui seraient plus transverses, et on s'attendrait à avoir plus de candidats. Après, ce que France Compétences impose dans ses divers supports, sources, etc., c'est de démontrer la valeur d'usage. Alors, même si elle est démontrée à petite échelle, selon le sujet, encore une fois, ça peut être largement suffisant. Voilà, pour tout vous dire, on a accompagné des dossiers pour lesquels, parfois, on avait 5-6 personnes. Ça se fait bien aussi. Alors là, je parle du déploiement de la certification. On ne parle pas forcément uniquement de la formation, parce que vous pouvez, en tant qu'organisme de formation, par exemple, avoir formé 50 personnes, je dis des chiffres complètement au hasard, et sur ces 50 personnes, donc avoir évolué, travaillé votre projet de certification et avoir mis en place les modalités d'évaluation telles qu'elles figurent dans votre projet de référentiel de certification, et sur ce modèle-là, n'avoir évalué que 10 personnes sur 50. Voilà, donc il y a aussi ça à prendre en compte, à réfléchir, il y a aussi ce passif-là, mais en tout cas, oui, ça peut s'appliquer à des petites promos. Voilà. Je vous en prie, Sandrine, qui me dit merci. Est-il conseillé de procéder à un suivi des cohortes à 6 mois comme au RNCP? Oui. Oui, on va y venir. Il y a vraiment des choses... alors, ce n'est pas forcément l'objet du jour, mais je réponds aux questions parce que ça suscite des interrogations. Oui, bien sûr. Faites vos suivis. Encore une fois, est-ce que c'est plus pertinent de le faire à 3 mois, 6 mois? Pour le RNCP, c'est très clair. C'est 6 mois. Puis ensuite,
on va dire à moyen, plus long terme, donc 18, 24 mois. Enfin, en tout cas, ça peut être intéressant de faire 6 mois, pourquoi pas 18 mois, 24 mois, ou 6 mois, 12 mois, 24 mois. Voilà, mais en tout cas, le 6 mois, il est obligatoire pour du RNCP. Pour du RS, je vous conseille vivement de le faire. Parfois, encore une fois, ça dépend des compétences du référentiel. Si elles s'appliquent de manière relativement rapide, peut-être qu'il ne faut pas attendre 6 mois. Peut-être qu'il faut le faire avant, mais en tout cas, ce suivi, il est nécessaire parce que c'est aussi comme ça qu'on va déterminer et prouver la valeur d'usage en questionnant nos anciens titulaires, en leur posant la question en quoi les compétences du référentiel sur lequel vous avez été évalué vous a servi dans votre contexte professionnel. Et c'est selon ces retours que vous allez pouvoir dire, regardez, cher France Compétences, cher instructeur, regardez comme les compétences que l'on a transmises et évaluées impactent l'activité professionnelle de ce titulaire. Voilà, donc c'est très important de le faire. Voilà. Je poursuis donc sur les documents à fournir. Donc, on a parlé de valeur d'usage. On va parler aussi de la procédure d'assurance qualité et règlement d'évaluation. Donc, vous avez un précédent webinaire et d'ailleurs, les différents points qui sont présentés ici ont été présentés sur différents webinaires que je vous invite à voir ou à revoir si ça peut vous servir. Voilà. N'hésitez pas à les consulter, ils sont disponibles sur Webikeo. Donc, procédure d'assurance qualité, règlement d'évaluation qui sont un petit peu les règles du jeu de la certification et auxquelles vont se référer les différentes parties prenantes, les différents acteurs impliqués dans le processus, que ce soit les personnes qui travaillent au sein et pour l'organisme de certification, que ce soit les jurys, que ce soit les partenaires habilités et évidemment les candidats, un peu les principaux concernés. Et enfin, la convention de partenariat, dont on a un petit peu parlé, et qui est très importante, d'autant plus que là encore, donc il y a des choses qui ont été clairement précisées dans un récent décret, et qu'il faut fournir dans le cadre du dossier. C'est pas très explicite sur le site de France Compétences, et pourtant, n'hésitez pas à le fournir, même si vous n'avez pas forcément pour projet immédiat de créer un réseau de partenaires. Voilà. Et de la même façon, donc là, si vous êtes en co-certification, c'est-à-dire que si vous êtes 2 ou plus déposants de la certification, là, fournissez une convention de co-certification. Alors moi, voilà. À l'usage, c'est un peu le petit nom que je lui donne, mais ça peut s'appeler de manière différente, hein, voilà, du moment qu'on a ce document qui encadre la relation entre les co-certificateurs. Côté RNCP, on a sensiblement les mêmes documents, donc je ne vais pas revenir sur chacun un à un. Il y a quand même des toutes petites variantes qui vont apparaître. Merci en tout cas pour la question qui a été posée donc, concernant les référentiels. Effectivement, au RNCP, on va avoir cette colonne supplémentaire concernant les activités, en tout cas qui est clairement identifiée. On va avoir le document information complémentaire qu'on n'a pas à compléter côté RS, mais qui doit être complété côté RNCP. Pour autant, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est très intéressant d'y pencher sur ce document-là parce que ça peut aider et guider la manière de présenter les choses, notamment dans la note d'opportunité, dans le cas d'un RS. Donc, voilà, je ne vais pas parler d'astuces parce que c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'y pencher, même si on n'est pas du tout dans un projet RNCP. La note d'opportunité économique et sociale, et alors là j'anticipe une question qui m'est souvent posée parce qu'il y a tellement de choses à dire et à fournir et à expliquer dans le document information complémentaire que du coup on pourrait se poser la question de l'utilité de la note d'opportunité. Eh bien à ce jour, en tout cas, pour ma part j'avais posé la question, on m'avait répondu c'est bien de la fournir, mais à ce moment-là ça peut être une version plus light parce que l'idée c'est pas de faire un bis repetita du doc information complémentaire. En revanche, le doc information complémentaire n'a pas pour vocation à accueillir des potentielles analyses d'études de marché ou l'étude de marché que l'on aurait menée pour identifier certaines choses. Et à ce moment-là, la note reste un document très précieux pour amener en renfort et en supplément des choses complémentaires à un document qui se veut plus synthétique et plus ciblé sur des réponses à des questions très précises. Le même document, analyse, identification, correspondance. Donc là, c'est la même base. Hein. La valeur d'usage qui, elle, va être traduite, entre autres, par le tableau de suivi d'insertion professionnelle. Donc, tableau qui, aujourd'hui, est réservé au RNCP. Mais encore une fois,
en tout cas pour certaines colonnes, parce qu'on ne peut pas toutes les utiliser, mais dont on peut s'inspirer aussi pour le RS. Ce n'est pas inintéressant de structurer sa valeur d'usage. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait pour présenter l'impact, encore une fois, des compétences. Procédure d'assurance qualité, pareil que pour le RS. Convention de partenariat de co-certification, pareil que pour le RS. Voilà. Donc, voilà un petit peu... Après, ce n'est pas totalement exhaustif parce que quand vous déposez sur le site de France Compétences, dans l'espace Certif Pro qui est prévu à cet effet, vous pouvez télécharger des documents en plus. Donc voilà, il y a des choses que vous pouvez rajouter, tout ce qui vous semblerait bon comme complément à fournir au dossier. Mais là, vous avez un peu, en gros, la base. Voilà, donc quand vous allez constituer votre dossier, que tout est prêt, que vous avez toutes les pièces qui sont réunies, eh bien, vous allez pouvoir déposer votre demande après avoir créé un compte sur Certif Pro. La création de compte, ça prend quelques heures, voire quelques jours pour être validé. Et une fois que c'est validé, vous allez pouvoir saisir votre dossier. Alors, venons-en maintenant à nos fameux documents. Donc, le document. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est obligatoire pour le RNCP, mais clairement, il peut être une source d'inspiration pour le RS dans tous les cas. Ce que je vous conseille de faire, c'est avant de démarrer le dossier, ou si vous l'avez déjà démarré en cours de route, de lire ce document et de voir un petit peu toutes les questions qui sont posées, parce que clairement, ça va orienter la manière dont vous allez présenter les choses. Donc, voici le document en question et ses différents champs que je vous propose en fait de passer en revue. Donc, j'ai fait des petites captures d'écran voilà, que je vous partage si toutefois vous ne connaissiez pas ce document. Donc, on a des champs à remplir et tout d'abord, donc vous avez un petit rappel ici dans le cadre rouge pour spécifier ce qu'est une demande d'enregistrement dans le cadre du RNCP. Et donc, on vous dit bien que ce document est à renseigner donc, par l'organisme demandeur, puis à déposer sur le système d'information. Et donc, vous avez dans les rubriques qui doivent être complétées, le document à téléverser. Donc, à ce moment-là, on vous fournit ce document modèle que je vous partage là. Vous devez le compléter et vous devez le réinjecter dans les panneaux. Voilà, mis à disposition. Donc, si cette demande est consécutive à un précédent refus, il faudra simplement préciser le numéro de dossier, etc. Donc, bon, là, j'ai envie de dire petite formalité administrative. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses avec la présentation du déposant et le cas échéant des co-certificateurs. Donc là, on va faire un petit topo sur qui dépose et qui sont ces éventuels, s'il y en a, co-certificateurs, avant de passer à l'analyse même de l'opportunité du projet de certification professionnelle de son renouvellement. Donc là, il s'agit de manière résumée, mais en même temps précise, de dire concrètement, mais c'est tout l'objet de la démonstration d'une note d'opportunité, mais là, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'extrait, la moelle qui va être apportée ici. Encore une fois, attention, ça c'est ma manière de procéder, mais après, il y a peut-être différentes façons de voir les choses. Donc, de spécifier très précisément en quoi il est opportun que cette certification professionnelle existe. Et je pèse mes mots. En quoi est-il opportun que cette certification existe sur le marché du travail, pour les bénéficiaires, au regard de besoins identifiés sur le marché du travail. Donc, pourquoi j'insiste beaucoup sur ce point-là? Parce qu'il y a des porteurs de projets qui résonnent en oui, mais c'est un sujet qui me passionne, oui, mais ça me tient à cœur, oui, mais c'est un héritage familial et donc il faut transmettre. Donc, très bien, et ces arguments sont, enfin, en soi, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est au regard des besoins identifiés et que vous allez identifier sur le marché du travail, est-ce qu'il est opportun que cette certification existe? Voilà. Et donc, c'est tout là vraiment l'essentiel de ce que vous allez apporter dans cette présentation. Ensuite, vous avez toute une liste de questions qu'il va falloir traiter. Donc, la description du ou des métiers visés par le projet de certification et de la cohérence de la couverture des compétences par le projet de certification. Dans le cas d'un RNCP, puis voilà, gardez ça en tête aussi pour du RS,
alors si je suis dans le cadre d'un RNCP, quel est le ou les métiers visés? Alors ça peut paraître surprenant, mais on dit j'enregistre un métier, donc il n'y a qu'un métier, pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs? Eh bien tout simplement parce que quand je prépare peut-être une certification de chargé de communication et marketing, et bien derrière, je vais avoir des intitulés métiers possibles, notamment sur ma fiche de poste, sur le contrat que je vais signer, qui vont pas être tout à fait chargés de communication et de marketing, mais qui potentiellement vont être d'autres choses, sur des aspects plus événementiels, plus orientés, je dis n'importe quoi, sur l'IA ou des choses comme ça, mais qui restent quand même dans le giron de l'expertise, du métier de chargé de com et de marketing. Voilà, et donc cette liste-là, il faut absolument l'établir, l'expliquer, la justifier. Je vous conseille aussi d'aller regarder ce qui se passe dans votre tableau de suivi d'insertion professionnelle pour voir s'il y a un matching qui existe et que vous allez pouvoir ensuite prouver. Côté RS, alors ce document-là, on est bien d'accord, il n'est absolument pas à remplir, enfin en tout cas à aujourd'hui, il n'est pas à remplir pour une demande dans le cadre du RS, mais encore une fois, ça peut guider votre réflexion. Quel est le professionnel ou quels sont les professionnels visés par mon projet de certification complémentaire transversale? Donc voilà, ça peut alimenter la réflexion. Ensuite, description des cadres d'exercice les plus fréquents, contexte du secteur, taille des entreprises, organisation du travail, responsabilité, autonomie. Donc là, il y a plein de choses, plein de manières d'aborder les choses. Quel est le secteur d'activité ou peut-être les secteurs d'activité qui sont concernés? Est-ce que ça concerne des petites structures, des grandes structures? Pourquoi? On va essayer d'expliquer. En termes d'organisation du travail, eh bien, voilà, notre chargé notre expert où est-ce qu'il se situe dans l'organigramme s'il est amené à interagir au sein d'une entreprise, ou plutôt est-ce qu'il est amené à travailler plutôt comme un indépendant? Et donc là, encore une fois, on va expliquer, justifier, pourquoi pas aussi faire des ponts avec ce qu'on a observé sur le marché du travail. L'analyse plus profonde, la justification, l'explication, l'analyse, pourquoi pas, d'offres d'emploi que l'on aura décortiquées pour justifier, présenter certaines choses, ça, c'est encore des trucs que l'on peut garder, enfin, à mon sens. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais pour la note d'opportunité. Et là, vraiment, on va aller finalement à l'essentiel. Description du métier visé, des principales activités visées, si plusieurs métiers visés, justification de la cohérence et de la constitution d'une certification unique. Donc là, une espèce d'entonnoir qui s'établit par rapport à ce qui se précède, à ce qui précède. Et donc, on va aller justifier que sous ce même intitulé, il y a bien une articulation logique, et sous ce même intitulé, on peut couvrir tel métier. C'est une information qui est particulièrement importante au regard et on l'a vu, et c'est peut-être encore le cas, mais de certains établissements qui auraient eu tendance à dire grâce au métier 2, vous allez pouvoir faire finalement tous les métiers. Et donc sur les sites internet, on avait parfois des communications qui étaient presque un petit peu surprenantes, alléchantes, pour un jeune qui voudrait se lancer dans une formation en disant « mais c'est génial, moi, une fois que j'ai ce diplôme, je vais pouvoir faire tous ces métiers ». Oui, bon, en fait, il faut quand même pouvoir justifier. Donc, c'est là qu'on va justifier que dans le cadre de ce qui est présenté dans le projet de certification et dans le référentiel, on a quand même un panel de métiers visés qui est logique et qui s'articule de manière logique par rapport à l'intitulé et le contenu. Je poursuis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout à les poser. Je guette, mais pour l'instant, a priori, c'est OK. L'identification des besoins et compétences du marché ou du secteur professionnel auquel répond la certification. Donc, qu'est-ce qu'on a identifié comme besoin? Comment est-ce qu'on les a identifiés? Est-ce qu'on a fait des enquêtes auprès des entreprises? Est-ce qu'on a analysé les offres d'emploi? Enfin, voilà, il y a plein de façons d'aborder. Est-ce qu'on a déroulé une étude? Voilà, il y a plein de façons d'aborder les choses. Et que révèle tout ça? La description du système de veille mis en place pour ajuster la certification aux évolutions du métier et des activités visées. Alors là, on change un petit peu, enfin, quoique c'est complètement lié, mais on change un petit peu de registre. C'est qu'est-ce qu'on a fait en interne pour s'assurer que notre projet de certification, il répond à des besoins identifiés sur le marché du travail, aux besoins que l'on a identifiés sur le marché du travail. Est-ce qu'on a mis en place des groupes de travail avec des experts métiers?
Est-ce qu'on a fait en plusieurs temps? Enfin, quelle est la méthodologie qu'on a employée? Est-ce qu'on a fait des interviews professionnelles? Enfin, je lance des idées comme ça, mais encore une fois, tout ça, il faut le décrire. Simplement, encore une fois, le but étant de démontrer que tout le travail qui a été mené est un travail sérieux, c'est pas un peu au doigt mouillé qu'on a rédigé le référentiel de compétences. Voilà. Hop. Là, voilà, je reviens ici, excusez-moi. Voilà. Deuxième grande partie à compléter dans ce document, les éléments relatifs au dispositif de suivi et au devenir professionnel des titulaires de la certification. Alors, là, vous avez une petite ligne ici, uniquement le 2.1 en cas de procédure simplifiée, puisque, alors ce qu'on entend par procédure simplifiée, c'est notamment les métiers émergents, pour lesquels des cohortes ne sont pas demandées, enfin l'analyse de promotion n'est pas demandée, donc du coup ça va vous dispenser de certaines questions, ça va alléger un petit peu le dossier. Mais sinon, effectivement, on va traiter l'ensemble. Et là, vous avez un petit encart qui vous précise ce que c'est qu'une promotion. Rappelons aussi que récemment, donc toujours dans le même décret, France Compétences a précisé que il était dorénavant possible de ne présenter qu'une seule promotion et non deux, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais que dans le cas où l'on ne présente qu'une seule cohorte, on va peut-être préciser ce que c'est qu'une cohorte, eh bien, la durée maximale d'enregistrement sera plafonnée à 3 ans au lieu de potentiellement 5. Je dis bien potentiellement, c'est pas parce qu'on présente 2 cohortes qu'on va obligatoirement avoir 5 ans en cas d'enregistrement, mais voilà, donc plafonné à 3 si on en a une, plafonné à 5 si on en a 2. 2 ou plus. Ce qu'on entend par cohorte, c'est un ensemble de personnes sur une année qui ont été évaluées, qui sont titulaires des compétences. Je ne dis pas forcément titulaires de la certification, parce que dans le cadre d'une première demande, la certification n'est pas encore reconnue en tant que telle, mais les compétences, elles ont été transmises, elles ont été évaluées, et donc voilà, on va pouvoir présenter dans ce cadre-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de clarification, ou s'il y a des questions par rapport à ce que je dis. Et donc en 2.1, on a la description du dispositif de suivi des titulaires de la certification, le cas échéant, description du dispositif et de la méthodologie retenue par le déposant afin de garantir la représentativité de la donnée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour suivre? Quelle est la méthode retenue? Est-ce qu'on appelle ces personnes? Est-ce qu'on leur envoie régulièrement un questionnaire? Est-ce que ils sont relancés peut-être par différents autres moyens? Est-ce que, alors il y a certains établissements qui disposent de plateformes ou de groupes, une espèce de communauté qui est animée pour savoir ce qu'ils deviennent, parce que c'est hyper important pour la vie de la certification. On le voit à ce niveau-là. Ce document-là, il est rempli dans le cadre d'une première demande, mais aussi dans le cadre de ce qu'on appelle les renouvellements. Et ce qu'on appelle les renouvellements, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau dossier à chaque fois. Alors certes, avec des petits éléments qu'on peut récupérer du précédent, mais là, il s'agit vraiment de dire comment est-ce qu'on fait pour aller les suivre, pour les récupérer ces gens, pour les tenir au chaud et récupérer des informations. Petite question de Leïla. Concernant l'ERS, les cohortes doivent nécessairement couvrir une année et donc potentiellement plusieurs promos sur l'année. Eh bien, c'est un peu la nouveauté qui est dite, j'allais dire en demi-teinte, oui et non, mais en tout cas, c'est plutôt clair avec le décret, oui, tout à fait. Donc, vraiment, alors si vous avez par exemple, encore une fois, je donne des exemples comme ça, mais 2 sessions d'évaluation en 2025, eh bien, voilà, là, vous aurez une promo. Vous allez avoir une promo ou une cohorte, enfin, un ensemble de personnes sur l'année. Donc, si vous déposez que pour 2025, potentiellement, vous allez pouvoir espérer un enregistrement de maximum 3 ans. Si vous voulez viser à plus long terme, sur 5 ans, effectivement, il faudra en fournir 2. Donc, si vous avez des personnes en amont que vous avez évaluées en 2024, très bien, ou alors il faudra attendre 2026 pour pouvoir les enregistrer. Donc, par exemple, si vous avez une session d'évaluation en janvier 2026, eh bien, à ce moment-là, faites votre suivi quelques semaines, quelques mois après la délivrance des compétences, l'attestation de compétences à vos titulaires, pour avoir un retour de l'impact, encore une fois, des compétences. Et à ce moment-là, vous pourrez présenter en 2026. Voilà. Mais en tout cas, alors,
Du coup, ça c'est venu un peu remodeler ce qui se passe pour le RS et c'est venu, genre, j'aime pas utiliser ce mot allégé, mais en tout cas, ça donne de nouvelles perspectives un peu revues à la baisse en termes de volume pour le RNCP. Voilà, donc je poursuis avec le 2.2, analyse du nombre de candidats et de titulaires par année, par voie d'accès et leur évolution. Donc là, encore une fois, on va rentrer un petit peu, on va zoomer, on va rentrer dans l'analyse des promos et on va voir un peu ce qui se passe. Qui a obtenu, qui a validé ses compétences selon la voie d'accès, selon si par exemple c'est suite à un parcours de formation professionnelle continue, est-ce que c'est par de la VAE, est-ce que c'est par de l'apprentissage, bon bref, donc on va faire le suivi. Combien il y en a qui l'ont eu, combien il y en a potentiellement qui ne l'ont pas eu aussi, puis l'évolution d'une année sur l'autre, et c'est là où il y a aussi des choses qu'il va falloir un petit peu contextualiser, c'est que parfois il y a des espèces de ruptures qui apparaissent. Une année, on a beaucoup de candidats, l'année d'après, on en a beaucoup moins, ou inversement. Et donc là, on va pouvoir amener aussi des éléments de contexte et expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je vous parle, ok, il y a quelques temps, mais dans un contexte de Covid, par exemple, il y a des choses aussi qui peuvent expliquer des variantes. Et dans le contexte actuel, peut-être aussi. Donc c'est ici qu'il ne faudra pas hésiter à contextualiser ces éléments. L'analyse des taux de présentation à l'examen et des taux de réussite et leur évolution. Et donc là, point très important, et c'est valable au RS comme pour RNCP, attention à l'écart entre le nombre de personnes qui ont suivi la formation, qui sont inscrits à un parcours certifiant, et le nombre de personnes qui se sont présentées à l'examen. Un parcours certifiant, qui dit parcours certifiant, dit évaluation à la fin. Donc après, c'est vrai que parfois les personnes sont inscrites à l'examen, mais ne s'y présentent pas, et donc là, c'est un petit peu difficile, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais de leur courir après pour les faire venir à l'examen, mais en tout cas, il faut qu'elles aient été inscrites. Et donc là, il y a des choses qui sont assez révélatrices, selon si le taux est important ou pas. Est-ce que l'articulation entre formation et certification est fluide, ou au contraire, est-ce qu'elle est plus difficile? Et s'il y a des écarts, qu'est-ce qui les explique? Est-ce que ça va être rattrapé? Qu'est-ce qui est mis en place, en tout cas, pour le rattraper? De même, les taux de réussite et leur évolution sont très parlants, et c'est des choses sur lesquelles vous devez, en tant que certificateur, communiquer. Le but, si on fait le rapprochement aussi avec Calliope, c'est que l'information concernant les parcours soit les plus exhaustifs et transparents possible. Donc voilà, ça fait partie des éléments là, hop, qui font le pont entre la formation, la certification et qu'il faudra présenter. Est-ce qu'on parle aussi des validations partielles ici? Alors, qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, Laetitia, est-ce qu'on parle de validation partielle au sens, dans le cadre du RNCP, est-ce que j'ai validé un ou plusieurs blocs, mais pas l'intégralité? Parce qu'il est effectivement possible, dans le cadre d'un RNCP, de valider, admettons, on est sur une certification qui a 3 blocs, je n'en valide qu'un, peut-être parce que je ne me suis inscrite qu'à un seul bloc, et potentiellement, soit je me représente, soit je présente, selon les cas de figure, les 2 autres blocs l'année suivante ou l'année d'après. Donc, selon le cadre et les règles établies par le certificateur en la matière, je vais pouvoir le faire de cette manière. Et donc là, effectivement, on pourra spécifier qu'on a tant de candidats qui ont passé l'intégralité de la certification et qui l'ont obtenue, et que potentiellement, on en a un certain pourcentage, un certain nombre qui n'ont passé qu'une évaluation. Alors, si c'est bien de ça dont on parle, d'une évaluation partielle, et qui n'ont donc validé ou pas que tel ou tel bloc. Donc, c'est là, effectivement, on va pouvoir l'amener et l'expliquer. Bon, voilà. Très bien. Merci pour la précision. Donc, en gros, la traduction, c'est en cours. C'est ce qu'on va indiquer à France Compétences. C'est pas qu'on les a oubliés, c'est pas qu'ils sont perdus, c'est en cours. Ensuite, les éléments résultant de l'analyse et de la contextualisation de l'insertion professionnelle des titulaires, notamment insertion dans l'emploi et insertion dans le métier visé. Donc là, encore une fois, tout ça, c'est de l'analyse. On fait parler notre fameux tableau de suivi d'insertion professionnelle. Et en fait, c'est exactement ça. On fait parler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les titulaires, ils ont décroché des postes dans le métier, mais vraiment dans l'intitulé exact de l'intitulé de la certification, ou est-ce que
En gros, c'est des intitulés différents, mais concrètement, c'est la même chose. Ou est-ce que c'est pas tout à fait très exactement dans le métier visé, mais c'est quand même dans un secteur proche, ou au contraire, en fait, est-ce que le scope, il s'élargit de plus en plus? Bon, après, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. S'il est trop élargi, c'est que peut-être la certification, elle n'est pas... faut la recalibrer. Il faut recalibrer le référentiel pour que hop, le scope se restreigne à nouveau. Mais voilà, donc là, on rentre dans cette analyse fine. Et on va le faire de la même façon, je zoome et je dézoome, dans le temps. Parce que parfois, et ça dépend des métiers, l'insertion peut être très forte dès le départ à 6 mois et peut-être s'étioler un petit peu avec le temps, ou au contraire, mettre plus de temps parce qu'on va être dans des métiers où l'insertion à 6 mois, il y a des entreprises qui vont demander un petit peu plus d'expérience, etc. Donc ça mettra un petit peu plus de temps, mais on voit qu'à terme, en fait, effectivement, les titulaires s'insèrent tout à fait convenablement. Donc, encore une fois, on commente. En cas de renouvellement, bilan quantitatif et qualitatif de la mobilisation autonome des blocs de compétences. En fait, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc là, de manière très, je crois que c'est Laetitia qui posait la question, de manière très précise, on va pouvoir faire le bilan. Est-ce que, est-ce que c'est l'intégralité ou que des blocs de compétences qui ont été validés? Ensuite, on change de section. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. C'est simplement que je regarde l'heure et que je veux tenir les temps. La description de la méthodologie d'élaboration des référentiels et du niveau visé, donc, et notamment la prise en compte du handicap. Ce qui figure en gris, là-dessous, c'est des choses que j'ai rajoutées moi. C'est juste pour décomposer, parce qu'en fait, c'est une grosse section et que pour éviter d'oublier quelque chose, on peut décliner un petit peu. Là encore, on va pouvoir aborder la manière dont comment dire, quelle est la méthodologie qu'on a déployée pour structurer nos référentiels, à qui est-ce qu'on a fait appel, encore une fois, est-ce que c'est des groupes de travail, est-ce que c'est des observations terrain, etc. Bon, encore une fois, je pense qu'il y a autant de méthodes possibles qu'il y a des certifications possibles aussi. La justification des niveaux de qualification, alors là, je vous invite à faire un petit exercice, un petit conseil méthodo, mais ça n'engage que moi, donc chacun fait comme il le souhaite. C'est d'aller du côté de la nomenclature de niveau. Admettons, vous créez une certification de niveau 6, voilà. Eh bien, vous avez pour chaque niveau une petite nomenclature qui se présente sous forme de tableau avec les savoirs, les savoir-faire et le degré d'autonomie et de responsabilité associé à ce niveau. Et donc, vous avez un petit descriptif pour chacune de ces 3 catégories. Et dans ce descriptif, vous avez une ou plusieurs phrases. Prenez phrase par phrase et justifiez phrase par phrase le niveau au regard de votre projet de certification. Si vous avez décrété, et c'est certainement de manière très fondée, que votre projet de certification, c'est un niveau 6, alors mettez en corrélation chacune des phrases de chacune de ces 3 catégories avec votre propre projet et justifiez que oui, en effet, on répond à tel élément de la nomenclature parce que. Et après, faites le lien carrément avec le contenu de votre référentiel de compétences pour dire, et ça, on le retrouve dans telle compétence, dans telle activité, dans tel bloc. Voilà, pour bien montrer qu'on répond à la nomenclature. Donc, c'est un peu scolaire comme exercice, mais au final, pardonnez-moi l'expression, ça fait le job. Voilà. Et c'est peut-être là aussi qu'on va se rendre compte que s'il y a un petit décalage, attention, va falloir peut-être revoir peut-être aussi le niveau visé. La prise en compte des problématiques du handicap, évidemment. Comment est-ce qu'on a pris en compte le handicap? Et je parle bien dans l'élaboration du référentiel et pas dans pas uniquement dans l'organisation des épreuves. Donc, on est vraiment dans le référentiel et dans le métier. Comment ces problématiques ont été prises en compte? Est-ce qu'on a croisé avec un expert du handicap? Est-ce qu'on a observé certaines choses sur le terrain, etc. Voilà, pour cette section. La 4e, en cas de déploiement au sein d'un réseau de partenaires, présentation des moyens prévus pour garantir la fiabilité et le respect concret du référentiel d'évaluation. Donc là, c'est vraiment votre rôle en tant que certificateur. Si vous avez un réseau de partenaires, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez déployé ou tout ce que vous avez structuré, parce que si ce n'est pas un renouvellement, c'est tout ce que vous structurez pour suivre et contrôler, pardon, j'ai le mot contrôler que j'avais au bord des lèvres, mais c'est vraiment ça. La confiance n'exclut pas le contrôle, surtout dans le cadre d'une certification, il faut vraiment s'assurer que les partenaires respectent à la lettre tout ce qui a été émis dans la convention de partenariat. Donc,
on fera un webinaire spécifique dédié au réseau de partenaires et à ce point-là, donc au second semestre. La présentation de la réglementation d'activité, le cas échéant. Alors, le cas échéant, parce que tous les métiers ne sont pas réglementés, mais si on est dans un métier comme comptable, comme avocat, ostéopathe, bref, petits exemples qui me passent par la tête, mais après, peu importe. Attention à bien présenter le contexte, quelle est la réglementation qui encadre l'activité et quel impact ça a sur le projet de certification professionnelle. Et donc, si le référentiel il a été bâti d'une certaine façon, notamment sa structuration, notamment l'absence de blocs dans les professions réglementées, c'est là que ça doit être expliqué. Et enfin, si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière, la procédure VAE prévue par votre organisme et toute information jugée utile sur sa mise en œuvre. Donc, dans le cadre d'un RNCP, il n'y a pas d'autre choix et c'est louable, c'est nécessaire qu'un candidat puisse présenter la certification via la validation des acquis d'expérience. Eh bien, c'est là qu'on va expliquer, notamment comment est-ce qu'on en fait, par exemple, la promotion. Comment de potentiels candidats sont au courant qu'ils peuvent accéder à la certification via la VAE. Donc, ça peut être la communication sur le site internet, ça peut être aussi via les procédures en ligne qui sont aujourd'hui disponibles pour ouvrir l'accès à un parcours VAE. Voilà. Et puis, le fameux livret 2, donc là, qui a été... la procédure VAE dans son ensemble, alors c'est un arrêté, si je ne dis pas de bêtises, de début juillet, qui précise, là encore une fois, les éléments relatifs à la VAE et qui, notamment, redistribue les cartes, mais c'est pas tout à fait le terme, en fait, qui précise encore certaines choses concernant ce qu'on appelait jusqu'à présent le livret 1, et donc qui scindé dans un process... quel est le terme le mot m'échappe. Bon, en gros, d'inscription, c'est pas le terme que je recherche, à la VAE, peu importe, voilà. Mais donc, voilà, c'est un petit peu revu à ce niveau-là. Donc, pareil, il faudra reprendre ces éléments. Hop, je poursuis avec l'autre document. Cette fois, l'analyse d'identification des correspondances. N'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser. Au pire des cas, si j'ai pas le temps de les traiter, promis, je reviens vers vous par mail. Ou vous pouvez aussi, accessoirement, me les poser par mail au-delà du webinaire, n'hésitez pas. Donc, l'analyse d'identification des correspondances. Donc, ce document-là qui est fait pour vous en tant que certificateur. Hop, je vous l'affiche ici. Je vais vous montrer quelque chose après. Vous, en tant que certificateur, identifiez les autres certifications, ou en tout cas les autres certifications, que ce soit ORS ou RNCP, ou en tout cas bloc par bloc, si c'est le cas dans le cadre d'un RNCP, qui potentiellement pourraient amener une correspondance avec votre certification. Donc là, vous allez faire finalement un benchmark de toutes les certifications et uniquement sur les fiches actives. Donc, vous n'allez pas faire de comparaison avec des certifications qui ne sont plus enregistrées et qui sont indiquées comme inactives, donc uniquement sur les fiches actives. Et vous allez point par point comparer, et c'est un travail qui est fastidieux, hein, donc point par point comparer votre, admettons si c'est un RNCP, bloc par bloc, chacun de vos blocs avec d'autres blocs potentiellement comparables chez d'autres certificateurs et identifier s'il y a correspondance, dire, en gros, si un candidat vient vers moi et qui me montre qu'il est titulaire de ce bloc 1 chez cet autre certificateur, eh bien moi, je vais lui valider automatiquement le bloc 2 chez moi parce que ça correspond, ça match. Donc ça, travail hyper pointilleux, exigeant, voilà. L'inverse n'est pas forcément réciproque, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez déclaré que ça allait dans ce sens-là que l'autre certificateur va dire la même chose. Bon, la logique voudrait que, mais voilà. Donc ça, c'est un travail que vous faites pour vous, au regard de votre certification, mais qui ne vous engage pas, a priori, à contacter l'autre certificateur pour lui dire il faut faire la même chose. Voilà, chacun mène son travail. J'attire votre attention ici avec cette petite slide. Là, je suis sur une page d'une demande d'enregistrement d'un RS. Et regardez, on a bien un pavé dans le cas du RS aussi, où on a ce même document, donc lien avec d'autres certifications professionnelles, certification, habilitation.
bloc de compétences de certification professionnelle enregistré au RNCP en correspondance. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Et donc, il faut télécharger, télécharger le modèle de document, le compléter et le téléverser à nouveau sur la plateforme. Voilà, donc c'est valable au RS comme au RNCP. Et donc, dans ce document, on va trouver toute une liste de rubriques. Alors, en soi, le document n'est pas très long, parce que si on passe en revue, voilà, il tient, je vais revenir en arrière, en ces 2 éléments, donc cette page et la précédente. Mais vous allez voir que les tableaux, il faut les dupliquer autant de fois qu'il y a d'analyses à faire. Et donc, ces analyses, on va les conduire au regard de 4 catégories qui sont énoncées ici. Donc, soit lorsqu'il y a une correspondance totale ou partielle avec des versions antérieures de la certification RNCP. Donc, quand vous déposez une certification et que vous faites un renouvellement, eh bien, vous allez comparer dans le cadre de votre renouvellement, et c'est d'autant plus intéressant et important à faire si votre référentiel a évolué. Bon, en général, entre 2 dépôts, il y a des évolutions. Et on va montrer s'il y a une correspondance totale ou partielle entre l'ancienne et la nouvelle version. Parce que parfois, il y a des remaniements de blocs assez importants. Ou quand c'est des certifications qui ont été enregistrées il y a 5 ans, par exemple, il y a des choses qui ont évolué depuis et qui vont impacter la structure du référentiel. Donc là, on va, à partir de cette catégorie 1, évaluer ce qui s'est passé entre l'ancienne et la nouvelle version et montrer s'il y a ou pas peut-être correspondance. La catégorie 2, elle, est dédiée à l'analyse des correspondances avec des certifications comparables actives au RNCP. Donc, des certifications semblables, certes, et de même niveau de qualification. Donc, admettons, si je suis sur un projet de niveau 4, je vais faire des analyses de correspondance avec d'autres niveaux 4. La catégorie 3, elle, donc recherche des correspondances partielles avec d'autres certifications actives au RNCP. Donc, pour des certifications visant un périmètre métier et ou un niveau de qualification distinct. Donc, parfois, j'ai pas le même intitulé de certification, voire j'ai pas tout à fait aussi le même niveau. Donc là, je vais aller brasser de manière beaucoup plus large et je vais comparer avec des certifications d'intitulé et de niveaux différents. Parce que parfois, on a 2 métiers qui peuvent être différents dans l'intitulé. Pour autant, on va retrouver dans un des blocs de compétences des choses très comparables. Et donc, c'est là où on va pouvoir établir des correspondances. Et enfin, la catégorie 4, ce sont les correspondances avec des certifications actives ORS. Donc, quand je suis ORS, je vais aller comparer, voir ce qui se passe. On peut le faire avec d'autres RS, mais aussi et surtout avec d'autres blocs RNCP. Et quand je suis au RNCP, je vais prendre chacun de mes blocs et je vais aller voir au RS s'il y a des choses, encore une fois, correspondantes. Voilà. Et donc ça, je vais faire ce travail-là à travers un petit tableau que je vais compléter et que je duplique autant de fois qu'il y a de comparaisons à faire. Donc parfois, on a des sujets sur lesquels on a une dizaine de pages de tableaux avec des analyses. Je vois que j'ai des petites questions. Hop. Et le doc de correspondance des blocs de compétences est désormais obligatoire pour une demande de renouvellement RNCP. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de ça, merci beaucoup. J'espère que je n'écorche pas votre prénom, Vaiti, excusez-moi, j'espère que je prononce bien. On se comprend entre prénoms compliqués. Au-delà de ça, ce que je vous invite fortement à faire, surtout si vous êtes donc un certificateur qui a enregistré sa certification et dont la certification vit, c'est de ne pas attendre le renouvellement pour faire cette mise à jour. Parce que c'est un travail, selon le sujet de la certification, qui peut être très long. Et je dis ça aussi, du coup, pour nos amis du RS. C'est qu'on est censé aussi faire ce travail-là de manière récurrente. C'est une veille, c'est votre travail de veille en tant que certificateur. À chaque enregistrement, chaque mois, de regarder. Donc, on a une commission demain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, regardez d'ici la fin de la semaine les enregistrements, de passer en vue les nouveaux enregistrements. Et lorsque les fiches sont disponibles, d'aller les checker, de faire la comparaison avec le projet, c'est pas votre projet, c'est votre certification existante. Et de l'actualiser dans votre espace France Compétences pour que votre propre fiche soit actualisée. Le but ultime étant
de donner une information claire, transparente, exhaustive à notre public, de potentiels futurs apprenants, candidats et certifiés, pour leur dire, voilà, notre certification, elle reconnaît des correspondances sur tel et tel autre. Donc ça, c'est un travail qui est récurrent. Alors si vous ne le faites pas tous les mois, peut-être faites-le, j'en sais rien, une fois par trimestre, par exemple, mais mettez votre fiche à jour, c'est ce qui est demandé. Et vous avez un espace qui est prévu pour ça, dans votre espace France Compétences, sur la partie gauche de votre écran. Vous pouvez faire des mises à jour de l'analyse de vos correspondances. Voilà, donc c'est vraiment, c'est à faire. L'heure tourne. Je vous ai mis dans le petit support un exemple de la manière dont on complète voilà, une fiche de ce type. Bon, enfin voilà, on l'a fait une fois. Hein, donc après, comme je vous ai dit, c'est dupliqué. C'est pour l'inspiration. Je ne dis pas que c'est, encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, je fais des propositions, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Et petite attention aussi, petite remarque, tout en bas, vous avez en bas à gauche ici une case correspondance. Alors attendez, parce que du coup je ne vois pas, chez moi c'est masqué, je vais l'agrandir comme ça, voilà. Correspondance, oui, non. Fut un temps, il y avait correspondance aussi partielle. Là maintenant c'est oui ou non. Il n'y a plus de partiel. Voilà. C'est ou il y a ou il n'y a pas. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, j'ai parlé vite. J'espère que c'était pas trop, voilà, que c'était audible et assimilable par toutes et tous. J'arrive à la fin de ce webinaire. J'ai à peu près respecté les temps. Pour aller plus loin, on fait des ateliers sur chacun des éléments du dossier. Donc, on va les appeler comme ça, les livrables, même si ce n'est pas vraiment le terme, qui composent le dossier de demande d'enregistrement, que ce soit RS ou RNCP. On limite ces petits ateliers à 6 personnes maximum parce que c'est vraiment interactif et c'est vraiment des sessions de travail main sur le clavier. Donc, on n'est pas sur de la formation ou du cours magistral, c'est on fait. Alors, soit on fait ensemble, par l'exemple, soit on prend vos propres documents et voilà, on travaille, on corrige, on reprend. Enfin voilà. Donc, c'est volontairement, c'est pour ça qu'on limite à 6 participants. On a une date qui est prévue à ce jour en décembre. Alors, comme c'est un sujet sur lequel on a aussi pas mal de demandes, potentiellement, c'est aussi une date qu'on va positionner plus tôt dans l'agenda. Donc, si vous souhaitez participer à ce type d'atelier, faites-nous le savoir et voilà, on vous fera aussi des propositions de dates, mais pour le coup, pour cet atelier-là, de manière, je pense, un petit peu plus personnalisée parce qu'il y a un vrai, il semblerait qu'il y a un vrai besoin. Voilà, donc là, vous avez des petites informations concernant chacun de ces ateliers. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire parce que peut-être que vous n'avez pas eu l'opportunité de les poser ici. Je vous remercie vivement de nous avoir suivis jusque-là. Je vous dis à très bientôt. La période estivale amenant des périodes de congés, on va se retrouver à la rentrée. Merci beaucoup pour vos chaleureux retours. C'est toujours très... enfin, en tout cas, c'est ce qui nous encourage à faire d'autres webinaires et d'autres petites publications. Je vous souhaite un très très bel été à tous, à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.